Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour mon wrap-up du mois de janvier. Comme d'habitude, on va commencer par quelques statistiques. En janvier, j'ai lu 14 livres. Il y en a 7 que j'ai lus en version exclusivement physique, 2 en version exclusivement audio, 1 en version exclusivement numérique et 4 que j'ai lus dans 2 formats au moins différents, c'est-à-dire qu'en général je couple la version audio avec la version papier. J'ai lu un total de 5168 pages, ce qui représente approximativement 166 pages par jour. Et au niveau de mes notations, j'ai abandonné un livre. Il y en a un auquel j'ai mis 1 étoile, un auquel j'ai mis 2 étoiles, un auquel j'ai mis 3 étoiles et 5 auxquels j'ai mis 4 étoiles et 5 étoiles. J'ai eu 2 coups de cœur et ça représente une moyenne de 7,67 sur 10, ce qui représente approximativement 4 étoiles sur Goodreads. 7,67, c'est ma note dans Copile. Je suis donc partie avec un plutôt bon mois de lecture en termes de quantité, aussi en termes de qualité. La raison pour laquelle on est à un mois 4 étoiles et pas 5 étoiles, je pense, vient des très mauvaises lectures que j'ai faites. Il y en a 2 qui étaient particulièrement catastrophiques et dont je vais vous parler. La preuve, il y a un livre que j'ai abandonné et un livre auquel j'ai mis 1 étoile. Donc mais comme d'habitude, je vais vous présenter, je vais vous présenter les lectures que j'ai faites au mois de janvier dans l'ordre chronologique. Et le premier livre que j'ai lu en janvier, c'est Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott et illustré par Nathalie Novi aux éditions Tibère. Il était dans ma palle des cartes pour le livre le plus populaire sur Goodreads, c'est-à-dire celui que le plus de personnes avaient lu, et donc pas forcément celui qui a la meilleure note. Je lui ai mis 15 sur Livre Addict, 15 sur 20 et 4 étoiles sur Goodreads. Dans cette histoire, on va faire la rencontre de la famille March, qui comporte le papa, la maman et les 4 filles. Le père est docteur, il est médecin, et au début de l'histoire, il est parti à la guerre depuis quelque temps, pas en tant que soldat, mais en tant que médecin dans un hôpital qui accueille les soldats blessés au combat. On va suivre tout simplement le quotidien de ces 4 jeunes filles qui sont vraiment jeunes, les tribulations du quotidien d'une famille de classe moyenne dans les États-Unis des années 1800 quelque chose, je dirais. Je pense que ça doit se passer après la guerre de sécession ou peut-être au moment, mais je dirais plutôt après. Donc je dirais 1800, peut-être milieu du 19e siècle, quelque chose comme ça. Enfin voilà, en gros, pour l'histoire, j'ai pas grand chose de plus à vous en dire parce que vraiment, c'est simplement ça. On suit le quotidien des membres de cette famille, voilà, les relations que les sœurs entretiennent les unes avec les autres, ou bien les relations qu'elles entretiennent avec les personnages, les personnes extérieures à leur cercle familial. La première partie était assez sympathique. Alors je vous dis la première partie parce que c'est l'intégrale qui comporte également le tome 2, le Dr March marie ses filles. Je vous en reparlerai un petit peu. En fait, je vais vous en parler en même temps. J'ai mis seulement 8 sur 20 au tome 2 dans Livre Addict et 2 étoiles sur Goodreads, 2,5 sur Copile, mais on peut pas faire des demi-étoiles sur Goodreads, donc 2 étoiles sur Goodreads. Donc comme je vous le disais, la première partie était sympa. Je trouve que le texte est assez représentatif d'une certaine époque et surtout d'une certaine mentalité. J'ai fait attention à me souvenir que ce texte avait été écrit il y a longtemps, et en remettant les éléments et l'histoire dans leur contexte, j'ai réussi à apprécier les personnages que j'ai trouvé assez attachants, bien que particulièrement naïfs. L'atmosphère est cosy, je trouve que le ton apporte un goût de nostalgie un petit peu à l'ensemble. Le style de l'autrice est plutôt simple et assez accessible, et j'ai vraiment apprécié suivre les petits tracas du quotidien de cette famille qui est vraiment soudée, pour le meilleur ou pour le pire. Les relations entre les personnages sont très belle, mais manque parfois de réalisme malheureusement. J'ai vraiment passé un bon moment, mais je pense que c'est en grande partie dû à la version audio, dont la traduction est différente de celle de mon édition. Donc c'est pas une question de traduction, mais je pense que le fait d'avoir écouté la version audio m'a plus permis de m'attacher aux personnages parce qu'ils étaient tous bien identifiés au niveau des voix que prenait la narratrice pour les représenter. Et là où j'ai eu un petit couac en fait, c'est que j'ai voulu lire tout de suite le deuxième pour pouvoir ranger l'intégrale et ne pas la remettre dans ma pile à lire et me dire que j'allais lire la suite à un autre moment. Seulement comme il s'agit ici d'une autre traduction par rapport à celle que j'avais dans la version audio, il y a toute une partie de l'histoire qui dans cette version est différente
de la version que moi j'ai écoutée, parce que l'autrice a écrit le tome 2 peut-être un an plus tard par rapport au tome 1. Et en fait, au départ, elle n'avait pas prévu d'en faire une série. Donc le tome 1 se termine d'une certaine manière, se termine par un mariage qui n'a pas lieu dans le tome 2 et qui n'arrivera jamais en fait. Alors c'est un classique, donc sans vous spoiler l'identité précisément des personnages, je pense que je peux me permettre de vous dire que l'une des sœurs à la fin du tome 1 épouse quelqu'un. Et en fait dans le tome 2 c'est une autre sœur qui épouse la même personne. Parce que l'autrice entre-temps a changé d'avis. Et du coup moi ça m'a un peu perturbée parce que... je sais pas, ça perturberait n'importe qui je pense. Ça a peut-être été un tort de ma part de d'écouter la version audio, une autre version que celle que je pouvais avoir sous les yeux. Mais je pense pas que je pense pas que l'avoir lu en version papier m'aurait permis de plus apprécier la deuxième partie quand même. Même si j'ai fait attention à recontextualiser l'histoire pour le tome 1, il y avait beaucoup trop de commentaires racistes, grossophobes, sexistes dans le tome 2 pour que je passe outre en fait. Avoir passé autant de temps avec ces personnages m'a fait prendre conscience qu'au final, ils sont peut-être attachants et très naïfs, mais ils sont surtout très stupides. L'atmosphère change aussi beaucoup, on n'est plus dans ce cadre un peu cosy du cocon familial parce que les personnages sont un peu éclatés en fait, il y a beaucoup de voyages dans la deuxième partie. Alors je dis première partie, deuxième partie parce que ils sont divisés en première partie et deuxième partie dans cette histoire, mais c'est bien les 4 filles du Dr March, donc le tome 1, et le Dr March marie ses filles dans le tome 2. Il y a un aspect tragique dans cette histoire qui, selon moi, n'a absolument aucun sens. L'autrice peut avoir créé une fin tragique pour un de ses personnages. Pourquoi pas ? Mais c'est la façon dont les autres personnages réagissent à ce drame qui m'a paru totalement aberrante. Pareil, là encore, je ne veux pas vous spoiler, donc je ne vais pas forcément aller plus loin, mais j'ai été choquée, vraiment, par l'absence de réaction ou par la facilité avec laquelle les proches du personnage qui va traverser ce drame, et donc toute la famille va passer à travers évidemment, j'ai pas compris. Voilà, ça m'a vraiment beaucoup dérangée. Et alors, ça s'appelle Les 4 filles du Dr March, et dans le tome 2 c'est le Dr March marie ses filles, mais le Dr March, on ne le voit presque jamais. Du coup, je m'interroge sur la logique, la pertinence d'avoir choisi d'utiliser son nom à lui pour titrer, pour nommer ses romans. Je suis un peu triste parce que c'est les éditions Tibère que j'aime énormément. Ils sont illustrés, ils sont vraiment très très beaux. Et en plus, il est numéroté parce que les 300 premiers numéros sont toujours numérotés. Il s'agit de l'exemplaire 135. Mais je sais pertinemment que je ne relirai jamais cette histoire et clairement, il va prendre de la place dans ma bibliothèque. Donc je pense que je ne vais pas le garder et vous devriez pouvoir le retrouver très bientôt si ce n'est pas déjà le cas sur ma boutique Rakuten. Ensuite, j'ai lu Only a Monster, le tome 1 de la série Monsters de Vanessa Len aux éditions Oder Schusten et Fairyloot, puisque c'est l'édition Fairyloot. Je lui ai mis 12 sur Livre Addict et 3 étoiles sur Goodreads, 3,5 dans Copile. Il était dans ma palle des cartes pour un livre de ma liste Take a Chance. Et dans cette histoire, on va faire la rencontre de Joan qui travaille dans un genre de musée, une ancienne maison qui a été... comment dire, pas présentée mais aménagée comme un musée, un témoin de la façon dont les gens vivaient à l'époque. Elle y travaille pendant l'été, tous les ans je crois, elle revient au même endroit. Et à son travail, c'est du bénévolat. Et dans cette maison, elle travaille avec Nick et en gros leur boulot c'est de faire des visites, protéger les objets, faire attention que tout reste bien à sa place, faire la poussière, ce genre de choses. Et depuis toujours, dans sa famille, à Joan, on se traite de monstres. On dit qu'on est des monstres, voilà. Mais pour elle, ça n'a pas vraiment de sens. Enfin, elle n'est pas un monstre. Enfin, pour elle, un monstre, c'est les monstres, les créatures de contes de fées, ce genre de choses. Donc elle comprend pas trop cette histoire de monstre. Mais depuis toujours, on lui en parle, juste on lui a jamais expliqué ce que ça voulait dire. Et un beau jour, elle va découvrir ce que ça veut dire. Je sais pas jusqu'où je peux aller dans l'explication sans vous spoiler, donc je vais juste rapidement relire le résumé. Ok, c'est bon, je sais tout ce que je peux vous dire et tout ce que je ne peux pas vous dire. Et je vais pouvoir vous en dire beaucoup parce que le résumé en dit beaucoup. Donc,
Joan, un beau jour, va découvrir qu'en réalité, elle a des pouvoirs qui lui permettent de voyager à travers le temps. Je ne vais pas vous dire de quelle manière. Et en fait, c'est pour ça que sa famille se considère comme une famille de monstres. Il existe plusieurs familles de monstres, des familles pas forcément ancestrales, mais des familles très anciennes. Chaque famille de monstres a un pouvoir différent, mais ils sont tous capables de voyager dans le temps. Et c'est la façon dont ils réussissent à voyager dans le temps qui font d'eux des monstres, entre guillemets, qui font qu'ils sont considérés comme étant des monstres. Manque de bol, Joan va découvrir très rapidement que Nick, le garçon avec lequel elle travaille dans ce fameux musée, et dont elle est amoureuse, et vraisemblablement lui, il est aussi amoureux d'elle, et bien lui, il est chasseur de monstres. Gros problème, donc. Joan va donc devoir s'allier à Aaron, qui est lui l'héritier d'une autre famille de monstres. Pas de bol, la famille de Joan et la famille de Aaron se détestent cordialement. Une haine viscérale et qui remonte à des générations. Et ils vont devoir s'allier donc pour tenter de survivre et de faire en sorte que les choses qui se déroulent au début de l'histoire n'arrivent finalement pas. Je vous rappelle qu'il y a l'histoire de voyage dans le temps. Alors, malheureusement, j'ai pas passé un moment mémorable avec cette lecture. Évidemment, 3 étoiles et demie, c'est pas mal, mais c'est pas non plus absolument extraordinaire. Je l'ai trouvé en fait beaucoup trop jeunesse à mon goût. Joan est complètement aveuglée par sa colère et sa soif de vengeance, et pendant les 361 pages de ce bouquin, on reste bloqué à la phase de déni dans le deuil pendant 350 pages. La relation entre elle et Nick, du coup le chasseur de monstres, aurait pu être intéressante si on avait vu Nick un peu plus que pendant 10% du bouquin. Et selon moi, la relation qui va se développer avec Aaron, parce que évidemment, il va y avoir un triangle amoureux, cette relation pour moi n'a aucun sens. Dès le départ, ils se haïssent alors qu'ils ne se connaissent même pas, et il n'y a absolument rien que elle pourrait faire ou que lui pourrait faire pour que l'autre tombe sous le charme. L'atmosphère en revanche est plutôt réussie, mais malheureusement l'autrice multiplie les répétitions d'informations. Je parle pas d'un mot qui est utilisé plusieurs fois, mais vraiment une info qu'elle va donner, je sais pas, sur un... En fait, le lecteur est beaucoup trop pris par la main. On va recevoir une information à un moment donné, mais pas comme si c'était une information capitale. Mais on le sait déjà, et l'autrice va revenir à un moment donné sur cette information en mode presque au fait, un peu plus tôt, je vous ai dit ça, vous aviez compris que c'était important pour la suite de l'histoire. Voilà, donc ça m'a un peu agacée. Le concept était intéressant, mais j'ai trouvé que les révélations n'étaient pas forcément à la hauteur, et surtout la fin, et même l'imaginaire, l'univers et les règles, Vanessa, les règles. Elle a créé un univers régi par des règles. On a de la magie dans cet univers, donc forcément la magie fonctionne d'une certaine façon. Il y a certaines choses qu'on peut faire et certaines choses qu'on ne peut pas faire. Les personnages passent leur temps à enfreindre ces règles dans le tome 1 sans aucune conséquence, et surtout, le tome 2 ne devrait pas pouvoir exister si les règles que l'autrice a créées sont appliquées. Ce n'est pas possible qu'il y ait un tome 2. Donc, j'ai pas envie de lire cette suite qui, à mon sens, ne devrait même pas exister. Du coup, vous l'aurez compris, c'est pareil, celui-ci va se retrouver sur ma boutique Rakuten, et le tome 2 également, puisque j'avais aussi acheté le tome 2 en prévision. Ça m'apprendra à ne pas lire assez vite les livres de la Fairy Route que je reçois. Ensuite, j'ai lu le tome 6 de la série Villains de Serena Valentino, The Odd Sisters. C'est chez Disney Press, et il s'agit d'une réécriture. La série dans son ensemble est inspirée par les vilains des films d'animation de Walt Disney, et l'autrice s'amuse à inventer la genèse de ces personnages. Qui ils sont avant de devenir les méchants des histoires qu'on connaît, et comment ils sont devenus les méchants des histoires. Le tome 6 est un petit peu différent. Alors déjà, il est illustré sublimement tout au long du livre. Le tome 6 s'attarde sur les 3 sœurs, Ruby, je ne sais plus comment elle s'appelle, Ruby, Lucinda et Martha. Ce sont les 3 personnages qui sont récurrents dans toute la série. Depuis le départ, depuis le tome 1, ces 3 sœurs, qui sont triplées, apparaissent dans tous les tomes, et c'est un petit peu le fil conducteur de chaque volume.
Ce ne sont pas des personnages qui existent, pas à ma connaissance en tout cas, dans l'univers de Walt Disney ou dans l'univers des contes classiques, traditionnels, dont sont inspirés les films d'animation de Walt Disney. Donc est-ce que l'autrice les a inventés ou est-ce qu'elle a trouvé une représentation de ces personnages? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ce tome leur est dédié et je suis contente parce que si vous vous souvenez, quand je vous en avais parlé la première fois de ce tome-là en particulier, je vous avais dit, je crois même à 2 reprises, que j'espérais que l'autrice n'allait pas reprendre du début l'histoire des 3 sœurs puisqu'on les suit déjà depuis le tome 1. Donc ça m'aurait embêté de relire les choses que j'avais déjà lues. Ça n'a pas été le cas. On reprend exactement là où on s'est arrêté dans le tome précédent et on va découvrir un petit peu l'histoire de ces 3 sœurs bien sûr, mais les passages dont on n'avait pas connaissance jusqu'à présent grâce au livre précédent, au tome précédent. C'est le tome qui va lier tous les récits précédents les uns aux autres et j'ai trouvé que ça apportait un éclairage particulier et une cohérence à l'ensemble que j'ai vraiment beaucoup aimé. Le style de l'autrice m'a davantage plu dans celui-ci que dans le tome 5, peut-être qu'entre-temps elle a eu le temps de retravailler sa plume, et l'atmosphère est vraiment bien définie. J'ai adoré le prologue qui permet de se souvenir de tout ce qui s'est passé dans tous les tomes précédents. Et ça c'était vraiment chouette parce que ça n'a pas pris non plus des pages et des pages et des pages, mais c'était sympa, surtout quand, comme moi, on a lu les tomes précédents à intervalles pas forcément réguliers et que le tome 5 est déjà loin derrière nous. Les révélations dans ce tome-là ont lieu tout au long de l'histoire, c'est très bien dosé et tout se met en place de manière très logique. La fin est magnifique et je l'ai vraiment beaucoup aimée parce qu'elle permet, si on en a envie, de s'arrêter là, tout simplement, mais aussi potentiellement de continuer ce que l'autrice a fait puisque je crois qu'on est déjà au tome 10 si je ne m'abuse. Donc le tome 7 ce sera sur Cruella d'Enfer. Je crois qu'il y a un tome sur... Il doit y avoir un tome sur Hadès, un tome sur le Capitaine Crochet peut-être. Et celui qui me manque, je ne sais plus. Ah, comment elle s'appelle? Lady Tremaine dans Cendrillon. Donc j'ai très hâte de continuer cette série. Je lui ai mis 18 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. Et je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais il était dans ma palle des cartes pour un livre en format hardback. Ensuite, j'ai lu Six Crimson Cranes de Elizabeth Lynn. C'est le premier tome d'une duologie qui comporte donc 2 tomes, mais il y a également un tome compagnon, un recueil de nouvelles, je crois, que j'ai, il me semble, dans ma pile à lire quelque part. Là encore, c'est chez Hodder & Shuston et Fairyloot. Il s'agit de l'édition exclusive de cette box. Il était dans ma palle des cartes pour à nouveau une carte Take a Chance et je lui ai mis 17 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads, 4 étoiles et demie dans Copile. Il s'agit d'une réécriture du conte des 7 frères Wa et il me semble qu'il y a une deuxième histoire qui a inspiré l'autrice parce qu'il est également question d'un dragon, un dragon d'eau et de perles de dragon un peu à la Dragon Ball, comme ça. Je suis pas sûre que les perles exaucent les souhaits, par contre je m'en souviens pas. Mais voilà, je pense qu'il doit y avoir 2 histoires qui ont été mélangées pour faire cette réécriture. Donc dans cette histoire, on va faire la rencontre de Shiori, qui est la seule fille de l'empereur. Elle a 7 frères et elle a un secret, il y a de la magie qui coule dans ses veines. La magie étant interdite dans l'Empire, elle va essayer de toutes ses forces de la cacher. Seulement, par inadvertance, elle va animer une grue en papier. Et ça va devenir sa seule compagne et sa seule confidente, on va dire, parce que, comme dit, c'est la seule fille avec 7 frères, donc voilà, c'est un peu parfois délicat d'aborder certains sujets avec les garçons, même quand ils sont si proches de nous. Donc elle se sent un peu seule et cet oiseau de papier va lui apporter beaucoup de réconfort. Et le jour des fiançailles de Shiori, qui est obligée de se marier pour permettre à l'Empire de continuer à prospérer, elle va s'enfuir parce qu'elle n'a pas du tout envie de ce mariage. Elle a entendu dire que le prince... enfin le prince, c'est pas un prince. En fait, ça fait partie aussi du problème. Elle estime qu'en tant que princesse et seule fille de l'empereur, elle est censée épouser au moins un prince. Et en fait, je crois qu'on veut lui faire épouser le fils d'un général... Enfin, quelqu'un d'important, mais pas aussi important qu'elle. Donc, elle a un petit peu un côté hautain au départ. Ça change très vite, hein. C'est un personnage qui est vraiment génial, j'ai adoré Shiori. Et donc elle va s'enfuir, donc elle ne rencontre même pas son futur époux. Et ce faisant, elle va tomber dans un lac et rencontrer un dragon. Un dragon qui va lui sauver la vie, du coup, pour lui éviter de se noyer. Malheureusement, ce faisant, elle va dire à ses frères qu'elle a rencontré un dragon dans le lac. Et sa belle-mère
va comprendre qu'il y a quelque chose d'assez particulier avec Shiori et elle va jeter une malédiction sur les 7 frangins qui assistent à la scène entre Shiori et leur belle-mère. Et donc les 7 frangins vont être transformés en grues et Shiori a interdiction stricte de parler et même d'émettre le moindre son sous peine de mort pour l'un de ses frères. Chaque fois qu'elle émettra un son ou qu'elle dira un mot, un de ses frères va mourir. Donc elle est exilée et elle va faire tout ce qu'elle peut pour rejoindre ses frères. On a le dragon, toujours en arrière-plan, qui apparaît de temps en temps sous la forme d'un adolescent à peu près de son âge. Et on a son fiancé, qui aussi a une certaine place dans l'histoire, qui n'est pas forcément celui qu'on pensait qu'il était. Donc il y a une belle relation qui vont se nouer entre eux. Et voilà, donc c'est une réécriture de ce fameux conte mixé avec la mythologie japonaise et j'ai adoré, c'était génial. J'avais déjà lu autre chose de l'autrice, j'avais lu la duologie Spin the Down qui était une réécriture de Mulan que j'avais également adoré et j'ai vraiment apprécié replonger dans l'univers de l'autrice. Et sa plume est toujours aussi belle. Et je trouve que la façon dont elle construit ses histoires, c'est assez audacieux et plutôt bien fait. Dans l'univers de cette autrice, tout est lié. Et il y a même concrètement des liens dans l'histoire qui se tissent entre les personnages, des liens presque tangibles. Et je trouve que du coup, ça apporte toute une cohérence en fait à l'histoire. Et j'ai adoré, alors je ne vais pas trop vous spoiler, mais à un moment donné, on se rend compte que les 2 univers sont liés. Donc je vous conseille vraiment de lire Spin the Down avant de lire cette duologie. Pas que ça ait une importance et pas que vous ne comprendrez pas ce qui se passe ici si vous lisez pas Spin the Down avant, mais je trouve que c'est extrêmement intéressant. Surtout vu à quel moment ça arrive, de se dire... Moi, enfin, c'est vraiment la tête que j'ai fait mais attends, lui là, il était dans l'autre du... Voilà, donc... C'était très très cool et j'ai très hâte de me plonger dans la suite. On ressent vraiment très bien, je trouve, la frustration de Shiori de ne pas pouvoir s'exprimer, de ne pas pouvoir parler. C'est vraiment... Alors, frustrant, c'est le mot que j'ai utilisé, mais c'est même pire que frustrant. Ou alors le degré extrême de frustration, parce que... même ça, même le... elle peut pas le faire, c'est impossible. Enfin, c'est impossible. Techniquement, c'est possible, mais si elle le fait, un de ses frères meurt. Donc elle se retient d'émettre le moindre son. Et c'est comme si on était privé de parole nous-mêmes. Mais du coup, j'avais raison quand je disais que le fait qu'elle soit privée de parole, ben, ça va rendre l'immersion dans son esprit plus intéressante. Et c'était vraiment très chouette. J'ai adoré la fin et ça laisse présager un tout nouveau décor pour le tome 2 que j'ai très hâte de découvrir. Si vous avez l'occasion... lisez la version audio, enfin écoutez la version audio parce qu'elle était phénoménale. La narratrice, chapeau. Shiori a 7 frères et les 7 frères ont une voix différente. Je trouve que c'était extrêmement bien fait. Je vous le recommande vraiment. Ensuite, j'ai lu Le Château, le tome 1 des Ferrailleurs d'Edward Carré. Il était dans ma palle des cartes pour un livre qui commençait par le, la ou les. Et il faisait aussi partie des 12 livres qui doivent s'autodétruire d'ici la fin de l'année. J'ai l'édition livre de poche, mais c'est Grasset qui l'a édité au départ en français. Je lui ai mis 14 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Dans cette histoire, on va suivre un petit peu les aventures de la famille Ferraillor, et particulièrement de Claude Ferraillor, qui est l'un des plus jeunes membres de la famille. Cette famille vit dans un manoir situé sur une colline, constitué de tous les déchets et de tous les rebuts de la grande ville, cette grande ville étant Londres. On est dans un univers un petit peu à la steampunk et carrément à la Tim Burton. Et Claude a un talent particulier. Il est capable d'entendre les objets. Parce que cette famille a ceci de spécial que, à la naissance, chacun de ses membres se voit attribuer un objet particulier, un objet qui va représenter son avenir ou une partie de sa personnalité. Et ces objets font presque partie, en fait, des membres de la famille, sont plus ou moins cachés. C'est presque intime, la relation que chaque personne a avec son objet de naissance, en fait. Et je trouve que la façon dont l'auteur écrit son texte fait énormément ressortir ça, parce qu'on a des scènes totalement ubuesques où les personnages se retrouvent à se proposer de se montrer leur objet de naissance, alors que Claude, son objet de naissance, c'est une bombe de baignoire. Et il y a des...
Il y a des poignées de porte, il y a un bouton, une boîte d'allumettes, un apron, enfin voilà, c'est ce genre d'objet. Donc vraiment, pas des objets, mais genre, viens, je te fais voir mon objet de naissance. C'est ce genre de réflexion et ce genre d'ambiance un petit peu, et c'est ça qui m'a fait énormément aussi penser à Tim Burton, le côté très loufoque et un peu crade. Ça m'a fait penser, au niveau de l'atmosphère, ça m'a fait penser à Sweeney Todd, un petit peu. Le côté Londres vraiment digueux. Pour revenir à l'histoire, Claude entend les objets et un beau jour, un des objets de famille, l'objet de la tante Rosamund, c'est ça, va disparaître. Catastrophe, il faut absolument retrouver cet objet. Et je vais pas vous en dire plus parce que je n'en savais moi-même pas plus. Et je trouve que l'univers qu'a créé l'auteur est absolument foisonnant et délirant et très très intéressant. Cependant, j'ai du mal à évaluer si mon expérience de lecture a été positive ou pas tellement. C'était une expérience de lecture intéressante, ça c'est sûr, mais dans quel sens du terme ? Je sais pas trop. J'ai pas réussi à m'attacher aux personnages, en fait, les deux personnages principaux, donc on va suivre Claude et on va suivre aussi Lucie, qui est une jeune orpheline qui va être emmenée au manoir pour servir la famille. La raison pour laquelle c'est elle qui est choisie, c'est parce qu'il pense que dans ses ancêtres, il y avait un membre de la famille Ferrailleur. J'ai réussi à m'attacher à eux seulement à la toute fin. Mais quand je vous dis toute fin, c'est vraiment la toute fin, genre les 2-3 derniers chapitres. Et du coup, ça m'a quand même donné envie de voir la suite, surtout vu comment ça se termine. Et donc, comme je vous le disais, un petit peu pour clôturer mon avis sur ce bouquin, parce que c'est très très dur de vous en dire un peu plus. Alors, ce que j'adore aussi, c'est qu'il est illustré. Chaque chapitre porte le nom d'un objet de naissance. Je crois qu'il y a même un sommaire. Un sommaire ou une table des matières. Alors on a un plan du manoir des Ferrailleurs. Et on a aussi à la fin un plan des quartiers des domestiques. Et on a donc la table des matières, une bonde universelle à chaînette, une casquette en cuir, une médaille du courage, une boîte d'allumettes, une clé à gorge, une clé pour piano, etc. etc. Donc tous les titres de chapitres correspondent à un objet de naissance. Et en face du début de chaque chapitre, on a le membre de la famille illustré avec son objet. Et voilà, enfin, vous voyez le style d'illustration. Et du coup, je trouve que, comme je vous l'ai dit, donc ça m'a fait penser à Sweeney Todd à cause de l'atmosphère un peu cracra. Et clairement à Alice au Pays des Merveilles, avec l'aspect vraiment délirant et complètement loufoque. Et il vaut mieux pas noter la logique, parce qu'il n'y en a absolument aucune, mais c'est ça qui fait le charme de cette histoire. Donc clairement, en plus des illustrations, l'inspiration burtonienne est très 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 omniprésente. Même si omniprésente, ça veut déjà dire très 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 présente. Pléonasme, mais c'est pour vous faire comprendre à quel point c'était le cas. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. Mais c'était assez laborieux au départ comme lecture. Du coup, c'est pas forcément un texte que je conseillerais à tout le monde. Le style de l'auteur est très beau, mais pas forcément hyper accessible non plus. Donc j'ai beaucoup aimé. Voilà, faut s'accrocher un peu. Mais si le concept et l'aspect complètement délirant du truc vous intéressent, bah allez-y, parce que franchement c'est sympa. Et je crois que c'est le premier tome d'une trilogie, donc il y en a pas, c'est pas une série très très longue non plus. Ensuite, j'ai lu Rendez-vous avec le poison, le tome 4 des détectives du Yorkshire de Julia Chapman. Il n'était pas dans ma palle des cartes, mais il faisait partie de mes 12 titres qui doivent s'autodétruire d'ici la fin de l'année. Et j'ai lu la version audio parce que je me suis abonnée à Nextory cette année. J'ai arrêté mon abonnement Audible et je suis passée chez Nextory. Et pour l'instant, je ne regrette pas d'être passée chez Nextory parce que autant avec Audible, je payais 9,95€ pour un crédit audio. Donc ça voulait dire que pour 9,95€ par mois, je pouvais lire n'importe quel livre audio accessible sur Audible. Autant sur Nextory, pour 9,99€, donc seulement 4 centimes de plus, je peux lire jusqu'à 15 heures d'écoute. Et en général, il s'arrange pour que les livres audio qu'il propose ne fassent pas plus de 15 heures, parce que sinon ça veut dire que vous commencez un livre et vous ne réussissez pas à le finir avant le mois d'après, donc c'est un peu compliqué. Et on a aussi des livres numériques, des BD, des magazines en illimité. Donc je trouve que c'est génial. Alors le catalogue est forcément moins fourni que celui de Audible en termes de livres audio, mais il y a des titres différents, et pour l'instant je trouve mon bonheur, et j'ai je crois une vingtaine de titres déjà qui sont présents dans ma pile à lire et que je pourrais écouter en version audio sur Nextory, dont celui que j'ai commencé aujourd'hui, 1er février. Voilà. Donc bref, tout ça pour dire. Et c'est mon premier coup de cœur du mois, je lui ai mis 20 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. Dans le tome 1, on va faire la rencontre de Delilah qui vit dans une petite bourgade
de l'Angleterre qui s'appelle Brunncliffe et qui tient 2 entreprises différentes. Elle a une agence de rencontres, l'agence de rencontres des Vallons, et elle a une entreprise de gestion de site internet, en gros. C'est un peu la misère pour l'une et l'autre de ces entreprises. Elle est divorcée, elle a un chien, un braque de Weimar, donc les gros chiens gris avec une bonne grosse gueule de chien. Ils sont, voilà, très très impressionnants. Mais qui est une grosse boule d'amour et j'adore. Il s'appelle Calimero. Ce chien, ce personnage est absolument phénoménal. Et un beau jour, débarque en ville Samson et Delilah. Voilà. Samson qui arrive de Londres, qui était embauché à la police criminelle, enfin dans une faction particulière de la police criminelle, il était sous couverture en infiltration pendant plusieurs semaines et ça s'est mal fini. On ne sait pas pourquoi au début, donc je ne vais pas trop vous en dire, même si on en apprend un peu plus dans ce tome-là. Et il revient après plusieurs années parce qu'il est originaire de Brunncliffe en fait, et il a quitté la ville il y a un bon moment maintenant, après s'être engueulé avec son père. Et Samson est également le parrain du neveu de Delilah. Donc en fait, les deux familles étaient très proches. Et le frère de Delilah, donc le père de son neveu à elle et de son filleul à lui, est décédé en Afghanistan, je crois. Donc voilà, donc il y a une dynamique familiale un petit peu particulière. Et c'est un village qui fonctionne beaucoup autour des fermiers et des agriculteurs, mais principalement des... pas forcément agriculteurs, comment on appelle ça ? Et des éleveurs, oui voilà, c'est plutôt ça. Des éleveurs du village parce que y a beaucoup de fermes avec des animaux, des vaches, des chèvres, des moutons, enfin voilà. Et donc gros clash pas forcément entre les deux familles, mais en tout cas Samson est parti quasiment du jour au lendemain sans donner la moindre explication. Et je crois qu'il n'est même pas revenu pour les funérailles de son meilleur ami, parce que forcément comme c'est le filleul du fils, le frère qui est décédé, donc c'était son meilleur ami. Et on l'a jamais revu. Et donc voilà, quand Samson revient, il n'est pas forcément très bien accueilli au village, parce que c'est vraiment un petit village où tout le monde se connaît. Sauf que il a décidé de s'installer là et de créer l'agence de recherche des Vallons, donc agence recherche Vallons, ARV. Et Delilah, elle a l'agence de rencontre des Vallons, donc ARV. Et en plus de ça, le seul local disponible, c'est un local dans son bâtiment à elle. Donc elle lui loue à lui le local commercial. Donc on va commencer un petit peu l'aventure, la série sur cette note-là, avec ces deux personnages qui se retrouvent après des années. Le passé de Samson dont on ne connaît pas grand chose dans un premier temps et qui va évoluer au fur et à mesure, et la relation entre ces deux personnages qui va elle aussi évoluer. Et donc là c'est le tome 4, et dans ce tome 4 on a quelqu'un qui empoisonne les chiens du village. Donc, trigger warning pour maltraitance envers les animaux. Voilà. Sachez que c'est la thématique qui est abordée dans ce livre-là. C'est l'enquête principale, et après on a le fil rouge, hein, les relations entre Delilah et Samson, les relations avec les personnages secondaires, la famille de Delilah, les gens du village, enfin voilà, plein de petites choses. C'est toujours autant bourré d'humour. Et comme je vous l'ai dit, c'est un coup de cœur, je sais même pas comment j'ai pu laisser passer autant de temps avant de lire ce tome 4. Il était disponible en audio donc sur Nextory. Malheureusement la suite ne l'est pas, parce que sinon je pense que j'aurais enchaîné tout de suite avec le tome 5. Il est hors de question que j'attende aussi longtemps pour sortir le tome 5 de ma pile à lire. Et de toute façon, j'ai dû regarder un petit peu. Si jamais je ne sors pas cette année, il fera partie des 12 livres qui s'autodétruiront l'année prochaine. Donc au pire, je le lirai dans un an, mais ça m'étonnerait que j'attende aussi longtemps. C'est un vrai bonheur de retrouver ces personnages et de continuer à les découvrir, un peu comme si on faisait partie nous-mêmes du village. En fait, on habite à Brunncliffe et on fait partie du quotidien de tous ces gens. On apprend à les connaître vraiment au fur et à mesure, et pour l'instant la série compte 9 tomes, donc évidemment plus on va avancer dans la série, plus on va en apprendre sur eux, et j'adore vraiment l'aspect de cette histoire. Comme je vous l'ai dit, le style de l'autrice est toujours bourré d'humour, et on assiste à beaucoup de scènes qui sont particulièrement touchantes ou parfois enrageantes. La relation entre Samson et Delilah, c'est toujours en bonne voie, mais ça continue de prendre son temps. Peut-être que dans le tome 5, enfin il va se passer quelque chose. Et comme je vous l'ai dit, gros coup de cœur pour Calimero, ce personnage. Ah là 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 là. Oh, ce chien est incroyable. Je suis agréablement surprise que l'autrice réussisse à se renouveler à chaque tome avec une enquête différente, une thématique différente, et j'espère que ça va continuer pour la suite.
que, comme je vous l'ai dit, j'ai très hâte de découvrir et que je ne compte pas laisser dormir dans ma palle aussi longtemps que celui-là. Ensuite, j'ai lu Les Grandes Oubliées de Titiou Lecoq, Pourquoi l'histoire a effacé les femmes. C'est chez l'Iconoclaste et je l'ai lu parce qu'il fait partie de la liste du Big Challenge Livre Addict pour 2024. Il est numéro 9 sur la liste des 100 titres les mieux notés sur Livre Addict. Et je lui ai mis 18 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads. C'est donc, comme son nom l'indique, un documentaire, donc pas une fiction cette fois-ci, qui va nous parler de certaines femmes oubliées par l'histoire avec un grand H. Je l'ai emprunté à la médiathèque, d'où le fait que je ne l'ai pas avec moi là actuellement pour vous le montrer. Le sujet traité par l'autrice m'intéressait énormément. On va parler des femmes, on va parler du féminisme, on va parler de la représentativité des femmes dans l'histoire. Et je trouve que le style de l'autrice est particulièrement accessible. Limite, je mettrais ce livre entre toutes les mains à partir de la 3e. Parce que je trouve que c'est vraiment très intéressant. Et même si c'est une ode aux femmes qui ont été oubliées, pour autant, on ne dénigre pas l'importance des personnages masculins. Donc j'ai trouvé que c'était important. C'est un ouvrage qui est en plus assez court, c'est écrit très gros, et le ton de l'autrice est assez familier. Il y a parfois même des expressions qu'elle emploie qui sont celles du langage courant, donc ça devrait vraiment parler aux jeunes générations, je pense. J'aurais apprécié que l'autrice pousse un petit peu plus loin ses recherches et qu'elle nous parle de plus de femmes ou qu'elles s'étendent un peu plus tout simplement sur le sujet parce qu'il y en a vraiment beaucoup à dire. Mais au niveau représentativité, on traverse vraiment toutes les époques et on parle vraiment de la préhistoire pour arriver jusqu'à nos jours. Donc j'ai trouvé que c'était assez complet, même si j'en aurais aimé un peu plus, mais ça c'est le côté intérêt pour la recherche scientifique et historique de moi en tant qu'adulte qui parle. Et l'ouvrage n'aurait peut-être pas été aussi accessible s'il avait été beaucoup plus long ou si ça avait été écrit en rikiki minuscule. Ce que j'aurais apprécié aussi, c'est que l'autrice, à un moment, alors ça n'arrive, il me semble, qu'à un moment dans l'histoire, dans le livre, elle évoque un groupe de femmes, il me semble que c'est par rapport aux suffragettes et aux suffragistes, je crois que c'est ça le mot, suffragiste. Je crois qu'il y a une différence entre suffragette et suffragiste. Et donc elle explique cette différence. Et elle explique qu'à l'époque, en gros, les femmes se sont réunies. Toutes les femmes n'étaient pas d'accord entre elles, mais ça, c'est un autre sujet. J'aurais bien aimé qu'elle aborde quand même ce sujet, parce que du coup, on a l'impression que... Alors, c'est tout beau, tout rose. Non, pas du tout. C'est catastrophique. Il y a des choses absolument horribles qui sont arrivées à ces femmes. Et surtout, les premières dont elle parle, ce sont deux sœurs qui se sont fait la guerre jusqu'à exterminer chacune leur famille respective. Enfin bref. Donc elle en parle quand même. Mais ça m'a un peu dérangé le fait qu'elle mentionne juste que... En fait, si elle avait juste mentionné toutes ces femmes ne sont pas d'accord, bon, entre elles, pas de souci. Mais le fait qu'elle rajoute que c'est pas le sujet du sujet traité là, ça m'a un peu gênée. En mode, mais attends, pourquoi elle n'aborde pas ce sujet-là sous toutes ses facettes. Mais ça fait aussi partie de mon avis qui aurait bien aimé un peu plus de contenu. Mais à part ça, c'était vraiment très très chouette. Il y a effectivement de nombreuses choses absolument horribles qui sont arrivées à ces femmes. Pour moi, j'en ai pas relevé énormément qui étaient nouvelles à ma connaissance. Alors, il y a je sais pas, peut-être les 3/4 des femmes qu'elle mentionne que je connaissais effectivement pas. Concernant la façon dont elles étaient traitées, même si je n'avais jamais entendu parler de ces femmes précisément avant, j'étais consciente de la façon dont les femmes étaient traitées aux différentes époques. Donc ça m'a pas forcément... comment dire ? Je vais pas dire choquée, parce que si, ça m'a choquée, évidemment, la façon dont ces femmes étaient traitées. Mais le choc n'était pas nouveau. J'avais déjà une idée de la façon dont ça se passait à l'époque. Je ne crois pas qu'il y ait de bibliographie, ce qui est bien dommage, mais il y a plusieurs titres, plusieurs documentaires qui sont cités au fur et à mesure de l'histoire, non pas de l'histoire, du livre, c'est pas une histoire, du livre, et ils ont l'air aussi très intéressants. Du coup ça donne envie de découvrir les ouvrages dont elle s'est servie comme référence pour son documentaire à elle. C'était chouette, je vous conseille vraiment si le sujet vous intéresse, je pense que c'est un bon ouvrage, accessible facilement à tous. Ensuite, j'ai lu Amoureux de
Hélène Delforge et illustré par Quentin Grébane. C'est chez Mijade et il fait également partie du Big Challenge Livre Addict. Il est numéro 4 sur les 100 livres les mieux notés cette année, en 2023. Et je lui ai mis 16 sur Livre Addict, 4 étoiles sur Goodreads, 4,5 sur Copile. Il s'agit d'une succession de textes plus ou moins courts sur une double page. Donc on a le texte d'un côté et de l'autre côté on a une illustration de Quentin Grébane qui parle de l'amour. Amoureux, c'est le titre. Donc qui parle de l'amour sous plusieurs formes différentes. Et on est sur des textes plutôt poétiques, mais poésie en prose, pas poésie en vers. Les illustrations sont absolument fabuleuses et collent parfaitement au texte. Je trouve que c'était une très belle complémentarité. Évidemment, moi-même étant moi-même, les textes qui m'ont le plus touché, les poèmes qui m'ont le plus touché, ce sont ceux qui évoquent le deuil, parce que j'ai l'angoisse de la perte d'un être cher. Voilà. Je pense qu'on est plusieurs à l'avoir, hein. Ça doit être un truc un peu universel. Mais elle est particulièrement forte chez moi, et du coup ces passages c'était assez dur, mais je crois qu'il n'y en a que 2 sur la quantité de portraits qu'on retrouve dans cette histoire. J'ai noté le nombre de pages, il y a 63 pages, donc il y a une trentaine de portraits à peu près. Pour le reste, j'ai vraiment beaucoup apprécié la diversité des couples, et la diversité des types d'amour représentés, l'amour romantique, l'amour filial. J'aurais quand même aimé qu'il y ait encore plus de diversité. Le côté mélancolique et un peu dépressif en moi aurait bien aimé quelques drames supplémentaires, mais je souligne vraiment, et ça va être l'occasion de vous présenter un trigger warning, je souligne la présence d'un texte sur les violences conjugales. Donc, trigger warning. C'est fait avec beaucoup de délicatesse et je trouve que l'illustration est particulièrement parlante. Hélène Delforge et Quentin Grébane ont également écrit et illustré 2 autres albums dans ce type, l'un qui s'appelle Papa et l'autre qui s'appelle Maman. La parentalité, c'est pas du tout un sujet qui m'intéresse, mais Maman fait également partie du Big Challenge Livre Addict, donc il est probable que je me pencherai quand même dessus à un moment donné. Ensuite, j'ai lu un titre dont je ne vais pas vous parler, mais qui fait partie des 14 livres que j'ai lus. Je ne vais pas vous en parler parce que vous aurez un vlog dédié à ce titre-là, ainsi qu'à un autre livre que je vais commencer, je pense, aujourd'hui ou là, bientôt. Voilà. Donc, restez connectés sur les réseaux, vous aurez un vlog bientôt avec le titre que j'ai lu. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Ensuite, j'ai lu Fairy Tail, le tome 1 de Hiro Mashima et je l'ai lu, c'est chez Pika je crois. Je l'ai lu parce que lui aussi fait partie du Big Challenge Livre Addict. Il est numéro 9 dans la liste et je crois qu'il fait aussi partie du... Il fait aussi partie du Baby Challenge manga, oui forcément. Voilà. Donc là dans mon reading journal j'ai imprimé le Big Challenge et le Challenge Fantasy, mais en dehors de mon reading journal j'essaye aussi de compléter le Challenge manga, le Challenge BD Comics et le Challenge Album parce que ce sont des lectures super courtes dont j'ai lu la plupart des titres déjà, donc voilà. Mais là en l'occurrence Fairy Tail fait partie du Big Challenge. Alors dans cette histoire on va faire la rencontre de Lucie qui est une jeune fille magicienne. Sa magie est liée à des clés qui ouvrent des portes des esprits. Donc il y a certaines clés qui sont liées à des esprits, à l'esprit de l'eau, l'esprit de je sais pas quoi, et il y a certaines clés qui ont lien avec le zodiaque. Lucie, ce dont elle rêve, c'est d'intégrer une guilde de magiciens parce que bah déjà t'es plus seule. Et puis quand tu as intégré une guilde, tu peux répondre à des annonces et gagner de l'argent en aidant les gens, les citoyens qui n'ont pas de pouvoir magique. Et donc la guilde qu'elle souhaite intégrer, c'est la guilde de Fairy Tail, qui est une des guildes les plus connues, pas forcément positivement. Disons que Fairy Tail, ils sont hyper efficaces, mais ils font beaucoup de dégâts sur leur passage. Donc, Lucie essaie d'intégrer cette guilde, elle va réussir à rencontrer un des membres de la guilde, et on va suivre du coup, je pense, au fur et à mesure des tomes, différentes missions que Lucie va réaliser avec cette guilde. Aïe aïe aïe. Cette lecture m'aura au moins permis de me rendre compte que quand les parents viennent me voir à la médiathèque en me disant vous connaissez ça, est-ce que mon enfant de 8 ans peut le lire ? Je pourrais désormais dire non.
Alors, j'exagère, j'en ai parlé avec ma collègue. En fait, oui, à partir de 8-9 ans, bon, ça passe. Le truc, c'est que moi, je l'ai lu en tant qu'adulte et j'ai une lecture totalement différente de celle d'un enfant de 8 ans. Un enfant de 8 ans, lui, tout ce qu'il va voir, c'est l'aspect comique et burlesque et loufoque de l'histoire. Un adulte, comme moi, va, et c'est pour ça que je ne lui ai mis que 4 sur Livre Addict et 1 étoile sur Goodreads, 1,5 dans Copile, va voir l'aspect pervers, obsédé et particulièrement dérangeant de l'histoire. Globalement, tous les personnages, ou presque, sont des pervers, alcooliques, obsédés et qui n'ont qu'une idée en tête, sauter Lucie. C'est tout ce à quoi ils pensent. Ah oui, et alors, Lucie, à un moment donné dans l'histoire, est appelée par un des esprits qu'elle invoque elle-même, Lucie au beau sein. Écœurant. J'étais écœurée tout au long de ma lecture, je n'ai pas réussi à passer outre cet aspect de l'histoire qui m'a choquée du coup parce que je ne m'y attendais pas du tout. Je sais bien que le shonen c'est un genre de manga qui exagère ce type de code, mais je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point en fait. Ça m'a vraiment profondément dérangée en tant qu'adulte. Mais je peux concevoir que les enfants n'ont pas du tout la même lecture et ne se rendent même pas compte en fait. Pour eux c'est juste drôle. Moi ça m'a gênée. Peut-être parce que aussi je suis une femme. Si j'avais été un homme, peut-être que ça m'aurait moins dérangé, je ne sais pas. Je suis pas convaincue. Pourtant, le concept de guilde magique qui va remplir des missions, c'est plutôt sympa et j'aurais apprécié peut-être même continuer la série pour suivre les différentes missions. Mais là, le tome 2, la mission, ils la reçoivent juste à la fin du tome 1, donc on sait déjà que leur mission pour le tome 2, c'est de récupérer, d'aller voler un artefact chez quelqu'un, un homme, et c'est noté sur sa fiche, pervers, obsédé, à la recherche d'une nouvelle servante blonde. Je vous laisse deviner de quelle couleur sont les cheveux de Lucie. Et donc je vous laisse deviner la manière dont ils vont réussir à s'introduire dans cette baraque. Ça m'a dégoûtée. J'ai pas d'autres mots en fait. C'était un manga, donc je suis allée jusqu'au bout de l'histoire parce que bon, voilà. Peut-être que ça s'améliore dans les tomes suivants, je ne sais pas. Il est absolument hors de question que je lise les 62 tomes suivants, puisque l'histoire est terminée en 63 tomes. C'était une expérience. Ensuite, et là je vais vous demander s'il vous plaît, a round of applause, parce que j'ai enfin terminé Un jour de nuit tombé de Samantha Shannon. Oui. C'est chez De Saxus, c'est la version reliée collector. Coup de cœur. 20 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads. Et donc il était dans ma palle des cartes du mois de décembre pour une carte Take a Chance. Et je pense que, alors je sais pas si c'est encore le cas, mais je pense que oui, c'était le plus gros livre de ma pile à lire. Alors maintenant c'est plus le cas forcément puisque je l'ai lu, mais si je l'avais pas encore lu, je pense que ce serait toujours le plus gros livre de ma pile à lire. D'ailleurs je suis curieuse de savoir lequel c'est maintenant. Probablement une intégrale, mais en dehors d'une intégrale, je ne sais pas. Et à part ça, il a aussi été nominé pour les Goodreads Choice Awards 2023, et je crois qu'il était 3e. Oui, c'est ça, il a fini 3e dans la catégorie Fantasy adulte. Alors je ne vais pas vous parler du Prieuré de l'Oranger, puisque Un jour de nuit tombé, c'est le tome 0, c'est un préquel en fait, au Prieuré de l'Oranger. Donc ça ne servirait à rien que je vous parle du Prieuré de l'Oranger. Ce que je vous conseille de faire du coup, c'est de lire celui-là, et ensuite de lire le Prieuré de l'Oranger. Parce qu'après l'avoir refermé, j'ai eu envie de relire tout de suite le Prieuré de l'Oranger. Et forcément, comme c'est un préquel, vous n'avez pas besoin de lire l'autre. Enfin, vous aurez des petites références, mais vous n'en avez pas forcément besoin. On est dans un univers inventé, un univers de fantasy, high fantasy, dans lequel il existe plusieurs rénomes, plusieurs royaumes, plusieurs territoires. Et à une époque, il y a le Sans-Nom, qui était un dragon maléfique, qui a ravagé la Terre, et il a été emprisonné par quelqu'un. J'essaie de pas trop vous en dire parce qu'il faut que vous découvriez aussi la mythologie par vous-même. Donc il y a certaines croyances en cette personne, certaines croyances en d'autres choses, donc il y a plusieurs religions, plusieurs mythologies, plusieurs peuples et ethnies. Et ce que j'adore dans cette histoire, c'est justement la diversité des points de vue. Tout le monde ne croit pas en la même chose, et quand les personnages se rencontrent, ça peut parfois créer des tensions, et j'ai vraiment aimé. Il y a au moins 4 points de vue différents, liés chacun à une géographie, à un endroit dans le monde différent,
Et ensuite, dans ce monde, parfois, on n'a pas toujours la même personne qui s'exprime. L'histoire est racontée d'un point de vue omniscient, donc les personnages ne parlent pas directement, mais on les suit eux. Donc même si ce ne sont pas eux qui s'expriment, on voit le monde à travers leurs yeux. Donc il faut un peu s'accrocher au départ parce qu'il y a énormément d'informations, énormément de personnages, énormément de lieux et de croyances différentes, mais c'est tellement riche. Et donc dans cette histoire, on va suivre plusieurs personnages qui vraisemblablement font leur vie selon leurs croyances et leur quotidien habituel, jusqu'à ce que la montagne, le mont Effroi, se réveille et rejette des créatures maléfiques. Donc il y a, je crois, quatre dragons très 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 méchants qui veulent brûler le monde entier, qui se sont réveillés. Donc en fait, ça va être un peu la course et la bataille contre ces créatures, jusqu'à réussir ou pas à les faire se rendormir et à sauver l'humanité tout entière. On a de la magie, on a des scènes tragiques, dramatiques, graphiques également. Donc attention, récit adulte hein, pour le coup. Les scènes de sexe sont censurées. L'autrice ne va pas plus loin que nous dire qu'il se passe quelque chose, mais sans qu'on assiste vraiment à la scène. Donc voilà, cet aspect-là du récit est vraiment light, je trouve. C'est de la high fantasy queer également. On a plusieurs couples homosexuels, des couples hétérosexuels, des couples bisexuels, je sais plus s'il y a des personnages qui sont bisexuels. Oui, il y en a au moins un. Donc voilà, une vraie belle représentation et une belle diversité. Pareil au niveau des origines ethniques des personnages. Donc j'aime vraiment cet univers, je l'adore. À mon sens, le talent de l'autrice n'est plus à prouver, elle a une plume absolument phénoménale et une imagination tellement incroyable, et elle a cette capacité absolument phénoménale à créer un univers d'une richesse incommensurable. J'essaie de trouver des superlatifs, mais c'est de plus en plus dur, juste pour le réduire en cendres. Et je trouve que c'est quand même gonflé de sa part d'avoir osé ça, d'avoir créé ces villes, de nous décrire la façon dont les gens vivent, tout ça pour en un claquement de doigts, voir le tout réduit en cendres. Je trouve que c'est magique. Et très dur aussi pour nous en tant que lecteurs, parce qu'on apprend à s'attacher en fait à ces personnages, et même les gens qui vivent dans ces villes, dans ces royaumes, dans ces rénomes. On les côtoie pas directement, mais à travers les yeux des personnages, on les voit, on les entend, et du coup, voir leur vie s'arrêter d'un seul coup comme ça, c'est terrible. Donc c'était vraiment une lecture absolument incroyable. Le fait qu'il y ait tellement de points de vue, ça rend la construction du récit parfois un peu frustrante, parce qu'on arrive à la fin d'un chapitre, et on aimerait bien continuer parce que l'autrice est la reine des cliffhangers, mais non, on bascule sur un autre point de vue, donc on se retrouve à l'autre bout du monde. C'est trop bien. Parce que c'est de la bonne frustration. C'est pas de la frustration en mode ah. Enfin, si, c'est de la frustration en mode ah, mais du bon ah. Bref, vous avez compris. C'est un roman qui fait 1151 pages et il n'y a pas un seul moment où je me suis ennuyée. La seule raison qui fait que ça m'a pris 59 jours pour le lire, c'est parce que j'étais extrêmement fatiguée. Et voilà, j'avais d'autres priorités en janvier. J'ai commencé tout de suite à lire ma palle des cartes de janvier parce que je vais essayer de prioriser ces livres-là et d'avancer au maximum là-dessus avant de lire d'autres choses. Mais ouais, c'est vraiment un univers absolument incroyable. Si vous aimez les batailles épiques, la high fantasy, les dragons, lisez cette histoire et l'autre, du coup, Le Prieuré de l'Oranger, parce que waouh. Ensuite, j'ai lu Solo Leveling de Dubbe et c'est chez Delcourt dans leur label K-Books, il me semble. C'est alors si je me trompe pas, Mathilde, tu me corrigeras dans les commentaires. Si je me trompe pas, c'est un manhwa. C'est un genre de manga qui se lit dans le sens européen et qui est complètement en couleur. Dans cette histoire, on va faire la connaissance d'un ado, ouais, un jeune homme, qui fait partie d'un groupe de combattants qui réalisent des donjons dans la vraie vie. Imaginez Donjons et Dragons, ou World of Warcraft, ou ce genre de choses, où
parfois les joueurs se réunissent ensemble pour faire un donjon parce que le boss est un peu trop fort, donc à plusieurs ils sont plus puissants. Et ben eux ils font ça, mais dans la vraie vie. Depuis quelques années, il y a des portails qui se sont ouverts et ça permet aux gens de traverser, les gens ont la possibilité de traverser ces portails, de combattre les créatures qui se trouvent à l'intérieur et de récolter du coup de l'argent en récompense parce que ils sont obligés en fait d'aller combattre ces créatures, sinon le portail restant ouvert trop longtemps, les créatures vont sortir et venir attaquer la Terre. Quand ces portails sont apparus, certaines personnes, pas toutes, ont aussi vu des capacités leur être attribuées et notre héros est un chasseur, il me semble, mais le plus faible de tous les chasseurs possibles. Il est de catégorie E et du coup il est pas très doué et il termine tous les donjons au moins blessé, même si ce sont des donjons et des boss plutôt faibles. Donc il y a un petit côté comique et très attachant de notre personnage principal. Et donc dans ce tome 1, il embarque pour une nouvelle mission. Il a besoin de cet argent parce que sa mère est à l'hôpital et que sa sœur fait des études, donc c'est un peu lui le chef de famille. Donc il y va, même s'il sait que ça va jamais bien se finir pour lui, il est vraiment nul, donc il sera toujours blessé au minimum. Mais il y va quand même. Et là, pas de bol, ils partent à presque une vingtaine, je crois, pour ce donjon. Et ils se rendent compte qu'il y a un double fond à ce donjon. Et en fait, la première partie, c'était pas la partie principale. Donc ils se retrouvent dans la deuxième partie du donjon qui est particulièrement dangereuse. Et là, c'est catastrophique, mais genre catastrophe de chez catastrophe. Et je vais pas forcément aller plus loin dans le résumé. L'histoire va évoluer vers... on est toujours dans le même univers, hein, avec ses portails et ses boss et les donjons, etc. Mais pour notre personnage principal, les choses vont changer à la suite de cette épreuve. Et voilà. Pour le résumé, je vais m'arrêter là. Je lui ai mis 14 sur Livre Addict et 4 étoiles sur Goodreads. Et je l'ai emprunté à la bibliothèque parce qu'il fait partie du Baby Challenge manga du coup pour 2024. Et il était 23e je crois dans la liste. Alors je vais commencer par vous dire que je continuerai pas cette série parce que c'est pas forcément mon style. La seule raison pour laquelle je l'ai sorti, c'est parce qu'il était dispo à la médiathèque où je travaille et qu'il faisait partie de la liste du Baby Challenge manga. Parce que, donc comme dit, c'est pas forcément mon style, et puis surtout il y a déjà 15 tomes qui sont parus en version originale et la série n'est pas encore terminée. Et je pense qu'au bout d'un moment je me lasserai du côté répétitif, parce qu'à mon avis, alors il y a peut-être un fil rouge derrière, hein, j'en doute pas, mais ça va faire un peu comme avec Fairy Tail, on va surtout suivre une succession de quêtes en fait, donc voilà. L'univers du jeu vidéo, c'est pas un univers qui m'interpelle, mais je trouve que c'est assez intéressant de la part de l'auteur d'avoir intégré cet aspect du jeu vidéo dans la vie réelle, parce que concrètement ça se passe dans notre monde en réalité, hein, avec juste cet élément fantastique qui est intégré. Et je crois que je vous l'ai pas dit, mais c'est l'adaptation en manhwa du coup d'une light novel, d'un roman dont j'ai oublié le nom de l'auteur. Mais voilà, donc c'est pas une histoire originale du mangaka. Le dessin m'a assez plu, et surtout le fait que ce soit intégralement en couleur. En réalité, j'avais l'impression de regarder un animé, et c'était vachement chouette. La direction du coup que va prendre l'auteur m'a un peu intéressée, et voilà, j'étais un peu intriguée, mais je trouve que ça manque un petit peu de logique. En gros, le niveau de puissance du personnage, à mon avis, ne devrait pas lui permettre de s'en sortir, enfin pas de s'en sortir, mais j'ai pas envie de vous spoiler, du coup je sais pas trop comment vous tournez ça, mais pendant cette première épreuve là extrêmement difficile, c'est plus ou moins grâce à lui qu'ils avancent dans l'épreuve. Et pour moi c'est pas logique, parce qu'il justement il est tellement faible qu'il devrait pas être celui sur lequel repose plus ou moins la survie des autres. Et malheureusement les circonstances font que ça se passe comme ça. Donc voilà, il y avait un petit manque de logique qui m'a un petit peu dérangée. Mais du coup, je comprends pourquoi la série a tellement d'engouement et est tellement populaire. C'est vraiment, à mon avis, une série déjà dans laquelle on s'attache au personnage principal. Et vraiment le côté couleur intégrale de l'ouvrage, c'est très 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 beau. Donc si vous aimez ce genre, je vous le conseille. Voilà. Même si moi je l'ai pas forcément apprécié plus que ça, j'ai quand même une bonne note, hein. Mais ouais, ça fait partie des titres que je vous conseille, même si moi je sais que je n'irai pas la suite. Et le dernier livre que j'ai lu au mois de janvier, je l'ai fini hier, donc le 31, donc pile poil là, c'est The Forest Grimm de Catherine Purdy. C'est une édition Magpie et Fairyloot, et je lui ai mis 18 sur Livre Addict et 5 étoiles sur Goodreads.
Donc pas un coup de cœur, mais presque. C'était vraiment une super histoire, j'ai adoré. Il s'agit d'une réécriture fantastique de contes de fées, les contes de Grimm en l'occurrence, dans laquelle on va rencontrer Clara, qui vit avec sa mère et sa grand-mère. Et sa grand-mère a la capacité de lire l'avenir dans les cartes qu'elle a réalisées elle-même. Et depuis que Clara lui a demandé de lire son avenir à elle, elle tire systématiquement les deux mêmes cartes, la carte de la forêt, qui représente le choix interdit, et la carte du loup, qui représente une mort imminente. Donc Clara, depuis quasiment toute petite, elle est persuadée que son destin c'est de mourir dans la forêt. Malgré ça, elle va continuer un petit peu sa vie, et le village dans lequel elles habitent s'appelle Grimm's Hollow, et ce village est comme protégé par la forêt qui l'entoure, et cette forêt leur a également fourni un livre qui s'appelle Sortes Fortunae, et qui octroie à toute personne âgée de 16 ans ou plus la possibilité de faire un vœu. En gros, quand vous avez atteint votre majorité dans cette histoire, donc 16 ans, vous allez voir le livre, vous lui donnez votre vœu, vous lui dites le vœu que vous souhaitez faire. Ensuite, vous ouvrez le livre à n'importe quelle page et le livre va vous donner des instructions à suivre pour que votre vœu se réalise. Et ça marche à tous les coups. Tant et si bien qu'un jour, quelqu'un utilise ce livre pour commettre un meurtre. Le livre et la forêt sont tellement outrés qu'ils vont jeter une malédiction sur le village, le livre va disparaître, et à partir de ce jour-là, les gens ne peuvent plus entrer dans la forêt sans en être éjectés tout de suite, ou bien même carrément tués sur place. Le père de Clara va disparaître dans cette forêt parce qu'il est parti à la poursuite d'un agneau qui s'est égaré. Et après qu'il ait disparu pendant plusieurs jours, la mère de Clara va à son tour partir et elle fait partie c'est la toute première personne à avoir disparu dans cette forêt depuis la malédiction. Parce qu'en réalité, son père n'a pas disparu, il est décédé dans un accident et voilà. Donc on va retrouver son corps. C'est pas la forêt qui l'a tué, c'était vraiment un accident. Et sa mère, par contre, est la première à avoir disparu. Depuis, tous les ans et régulièrement chaque année, un villageois est tiré au sort pour, alors volontairement, hein, c'est seulement les villageois qui sont volontaires, pour se rendre dans la forêt et essayer de retrouver le fameux livre pour briser la malédiction et en profiter pour retrouver les villageois qui se sont égarés par la suite. Parce qu'après la mère de Clara, beaucoup d'autres se sont perdus. Enfin, on les a jamais revus, quoi. Ils ont traversé la forêt et on les a jamais revus. Clara est persuadée donc qu'elle va mourir dans cette forêt, mais elle sait également que les cartes du destin de sa mère sont les mêmes que les siennes. Donc elle est persuadée que son destin, c'est de sauver sa mère pour qu'elle ne connaisse pas le même sort. Elle va donc partir de manière tout à fait, j'allais dire illégale, mais interdite, dans la forêt, accompagnée de son meilleur ami, pour tenter de sauver sa mère. Et son meilleur ami est à la recherche de sa fiancée, qui a elle aussi disparu et été enlevée par la forêt. Donc on va les suivre dans cette aventure. On va rencontrer des personnages, des contes de Grimm. On a un aspect un petit peu romantique dans cette histoire, mais je vais pas forcément aller plus loin dans le résumé pour pas trop vous en dévoiler. Voilà. Sachant que je pense que la couverture parle d'elle-même, les Spoilages aussi. Donc vous pouvez imaginer à peu près quel personnage des contes de Grimm représente notre héroïne. J'ai adoré et il me faut la suite tout de suite. Malheureusement, elle ne sortira qu'en octobre, donc je vais devoir patienter un petit peu. J'espère juste que... Alors comme c'est une édition Fairyloot, normalement Fairyloot devrait proposer une édition similaire du tome 2, ce qui fait que je devrais la recevoir à peu près au moment de sa sortie nationale. Les personnages sont vraiment attachants, bien qu'un petit peu aveuglés parfois par leur désir et leur quête personnelle, ce qui fait qu'ils mettent à certains moments la vie des autres en danger pour tenter d'atteindre leurs propres objectifs. Alors que c'est des personnes qui s'apprécient, ils se retrouvent, voilà, je vais pas trop vous en dire, mais ils se retrouvent à plusieurs du coup dans cette forêt au final. Et c'est des personnes qui sont vraiment proches les unes des autres. Donc c'est pas volontaire qu'ils se mettent les uns les autres en danger. Mais ils sont tellement absorbés et aveuglés par leurs propres objectifs qu'ils en oublient les dangers qui peuplent la forêt. Et je peux vous dire qu'ils sont extrêmement nombreux. L'atmosphère est vraiment incroyable. L'aspect sombre, macabre. Ça m'a fait presque penser un petit peu à Enchantment of Ravens, ce côté earthy, gothique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, le côté vraiment la terre, les champignons, la mousse, la forêt, mais la forêt dans son côté le plus naturel et donc le plus sauvage possible, avec un aspect horrifique et mystérieux
J'ai adoré l'atmosphère, c'était vraiment génial. C'est angoissant à souhait en fait, et si la forêt et le décor ne suffisaient pas, les rencontres que font les personnages au fur et à mesure, des fameux personnages des contes de Grimm, sont carrément terrifiants. Gros point positif pour la narratrice de la version audio, c'était génial, je me suis régalée. Elle réussit à donner un côté encore plus angoissant au récit. Le concept est génial, vous savez que j'adore les réécritures de contes, c'est mon sous-genre de fantasy préféré, et je trouve que les différentes révélations et les différentes scènes d'action ponctuent vraiment bien et rythment le récit. Il y a quand même certaines évidences, des choses qui m'ont paru couler de source sur la façon dont les choses allaient se dérouler. N'empêche que j'ai quand même été surprise et intriguée tout au long de l'histoire parce que je m'attendais pas forcément à ce que ça se termine de cette façon. Je suis quand même très satisfaite par la fin du tome 1 et ça me donne vraiment très envie de découvrir le tome 2 et de repartir à l'aventure avec ces personnages parce que c'était vraiment très chouette. Je vous le conseille de tout cœur si vous lisez en version originale en anglais parce qu'il n'a pas encore été traduit. Peut-être qu'il le sera un jour. J'avais déjà lu un autre roman de cette autrice que j'avais vraiment beaucoup aimé, mais j'avais jamais pris le temps de lire la suite et du coup j'ai abandonné la série parce que ça remontait à trop loin. Mais celle-là, je vais la suivre de près et qui sait, peut-être qu'un jour je relirai l'autre. C'était Cryos Moon, Bone Cryos Moon, quelque chose comme ça. Voilà, donc vraiment celui-ci était génial. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire quels ont été les titres que vous avez lus en janvier. Est-ce que vous avez eu des coups de cœur? Est-ce que vous avez fait des abandons? Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche de notification qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!